toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition 13h, l'information. Voyons les titres ensemble. Nous sommes le 1er mai, journée dédiée aux travailleuses et travailleurs du monde entier. Célébration, revendications et réalité du quotidien. On vous emmène dans ce journal au cœur d'une journée toute particulière. Et dans cette édition, une action importante pour le domaine du logement Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes signent un partenariat avec des acteurs du secteur privé des États-Unis. Un mémorandum d'entente pour la réalisation de logements sociaux économiques. Et puis à l'international, le Gabon est de nouveau dans les rangs de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA annonce la levée de toutes les sanctions imposées au lendemain du coup d'État d'août 2023. 1er mai, journée internationale des travailleurs, aussi journée internationale du travail, journée de rassemblement symbolique pour exprimer les revendications sociales sur le pouvoir d'achat, l'environnement et même la justice sociale. Des revendications qui restent pratiquement universelles depuis 139 ans. Et à San Pedro, ils sont plus de 500 travailleurs et travailleuses à célébrer ce 1er mai et à s'exprimer. Les images de Sampona. Deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire, après Abidjan, San Pedro abrite plus de 1000 entreprises avec près de 500 000 travailleurs. Des travailleurs qui ont décidé de faire de ce 1er mai un jour mémorable. Cette journée du travail nous inspire le combat mené depuis des années pour pouvoir donner des intérêts aux travailleurs en mettant à leur disposition une convention collective qui fait aujourd'hui des heureux dans la famille des travailleurs de Côte d'Ivoire. San Pedro, qui est le deuxième pôle de l'économie ivoirienne, je voudrais remercier tous les travailleurs qui fassent correctement leur travail et que tout se passe bien dans la société et que les sociétés prospèrent afin que la Côte d'Ivoire prospère. Si cette journée du 1er mai est traditionnellement un moment de reconnaissance des efforts des travailleurs et des réjouissances, l'édition 2025 s'inscrit dans un contexte social particulier. Une édition marquée par des mesures de revalorisation salariale et surtout des revendications persistantes. À des kilomètres de San Pedro à Bouaké, c'est la cour de la préfecture de la région de Béké qui a servi de cadre à la célébration du travail. Les autorités administratives avec à leur tête le préfet de la région de Béké, préfet du département de Bouaké, Thio Fosier, les têtes couronnées, les élus, cadres et responsables des différentes couches sociales ont assisté à des défilés exécutés par les travailleurs, conduits par les responsables des différentes centrales syndicales. Tour à tour, les leaders des centrales syndicales UGTCI, Espoir, Unatraci, plateforme fonctionnaire, humanisme et dignité ont lu des motions invitant le patronat à s'inscrire résolument dans les textes qui régissent le monde du travail tout en félicitant le gouvernement ivoirien pour tous les acquis. L'appel des élections aussi apaisées a été fait au centre donc de toutes ces allocutions syndicales. Le représentant du président de la République, Thio Fosier, dans son allocution, a réitéré l'engagement de l'État ivoirien au plus haut niveau à toujours redorer le blason du travailleur en Côte d'Ivoire. Et toujours à Bouaké, nous avons rencontré des travailleurs qui vivent différemment ce 1er mai. Même si les autorités reconnaissent l'importance de cette pause symbolique, c'est une journée ordinaire de travail pour les travailleurs du secteur informel. La raison, une nécessité de travailler coûte que coûte ou même la méconnaissance de la fête du travail. Une ambiance particulière de ce 1er mai que nous voyons avec Gladys Conan et Soro Corona. Cissé Mamadou est vendeur de bois au grand marché de Bouaké. Cet acteur du secteur informel n'a aucune connaissance du 1er mai, jour de la fête du travail. Le 1er mai, nous n'est jamais fêté. Nous, on commence à vendre bois, c'est longtemps. Adama Cissé, menuisier de son état, travaille chaque 1er mai, même s'il connaît le sens de cette célébration. Bon, pour moi, la fête du travail, ça concerne ceux qui travaillent au bureau. Parce que, compte tenu de la situation et des moyens, vraiment, je vois que faire ces jours-là, je ne peux pas laisser, il faut que je travaille un peu. Agua Charlotte, vendeuse ambulante de pain sucré, sera sur le lieu de la célébration pour se faire un peu d'argent. Le 1er mai, on ne reste pas à la maison, on vient vendre. Non, parce que, comme souvent, comme les gens défilent, là, peut-être ils ont faim, ils viennent payer à manger. Dans le secteur informel, la célébration de la fête du travail est vécue différemment.
Certains l'ignorent purement. Par contre, d'autres préfèrent vaquer à leurs occupations car à chaque jour suffit sa peine. Dans les jours de la fête, mais je travaille. Il faut que je travaille pour qu'ils soient à l'aise. Il y a des gens qui sont avec moi, quand ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas aussi. C'est des pères de famille. Quand je viens travailler, l'argent qu'ils leur donnent, c'est ça, ils prennent aussi pour les donner à leurs parents. Au siège régional de l'Union générale des travailleurs du Côte d'Ivoire, UJTCI, le secrétaire général Kwasi Germain parle plutôt de manque d'information et de formation des acteurs du secteur informel. C'est la méconnaissance des tests. Et c'est cette formation que nous donnons tous les jours. Aujourd'hui, il y a un programme de formation en vue. Et nous passons et nous sélectionnons certains pour qu'ils soient. Parce que, faute d'enseignement, le peuple meurt. Ils ne sont pas informés tous, malheureusement. Donc, ce n'est pas de leur faute. Pour Kassi Kwadjo Eugène, administrateur principal de l'inspection du travail de Gbeke, les acteurs du secteur informel, les travailleurs du public et du privé méritent d'être célébrés le 1er mai pour leur apport dans le développement économique et social du pays. Le travailleur, c'est tous ceux, n'est-ce pas, qui s'adonnent à une activité et, je veux dire, à but lucratif, qui à la fin du mois ou bien à la fin de la journée ou à la fin de la semaine perçoivent quelque chose. Donc, ils peuvent se reconnaître à la fête du travail. Donc, c'est leur fête. Donc, c'est une occasion qui leur est dédiée, à l'occasion de laquelle il faut qu'eux aussi, ils fêtent. La fête du travail est l'occasion de célébrer le travail de tous, rappeler l'importance de la solidarité et de la justice sociale dans le monde du travail. Et tournons la page de la fête du travail en restant toujours dans la ville de Bouaké où le vice-président s'est rendu ce lundi pour l'inauguration du CHR et de l'hôtel de ville. Un passage dans la deuxième plus grande ville du pays marqué par un entretien entre Tiemoko Meliekone et les cadres et les chefs traditionnels. Des échanges sur le maintien de la paix et le développement. Mahama Traoré et Ambroise Assema. Fraîchement inaugurée, la grande salle de conférence de l'hôtel de ville de Bouaké accueille sa toute première rencontre et non des moindres, un échange entre le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, les têtes couronnées, les élus et les cadres de la région de Gbeke. Au nom de la chefferie traditionnelle, Nana Ngoran Kofi II témoigne sa reconnaissance au chef de l'État pour les nombreuses actions de développement réalisées dans la région de Gbeke. Nous, chefs traditionnels de la région de Gbeke, nous vous demandons de lui traduire notre soutien total et indéfectible dans tout ce qu'il jugera aujourd'hui et demain utile de faire et d'entreprendre pour la bonne marche de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Les élus et cadres de Gbeke sont également reconnaissants au président Alassane Ouattara et au nom de cette reconnaissance, ils s'engagent à œuvrer au maintien d'un climat apaisé en cette année électorale. Je voudrais affirmer et réitérer ici notre détermination à accompagner le chef de l'État dans sa noble mission de bâtir une nation toujours plus forte et plus prospère. Vous pouvez compter sur chacune et sur chacun de nous pour expliquer le progrès exceptionnel que connaît notre pays à tous nos parents. Nous les invitons à en faire un bon usage pour leur bien-être et pour leur mieux-être. La désinformation et le mensonge ne pourront plus constituer des arguments de conquête du pouvoir dans cette région. Et nous le souhaitons également pour toute la Côte d'Ivoire. Rassuré de tels engagements émanant des chefs coutumiers et des cadres, le vice-président de la République réaffirme la volonté du chef de l'État à poursuivre le développement socio-économique du pays. Les prochaines échéances doivent être pour nous aussi l'occasion de montrer une fois de plus que la Côte d'Ivoire avance dans la démocratie, dans la paix, dans la maturité politique et dans le progrès. Si nous y arrivons, nous aurons mérité le respect de tous et de tous ceux qui nous voient comme des personnes n'étant pas capables de faire de progrès. Donc je voudrais inviter chacun de nous à œuvrer pour la préservation des acquis précieux que sont la paix et la stabilité
Timoko Meiliekone a pris congé de ses hôtes de la région de Gbeke en promettant d'être leur messager auprès du chef de l'État. Et alors qu'on parle de paix et de développement, les députés de l'Assemblée nationale s'activent pour le développement social. Ils décident du renforcement des mutuelles sociales par un vote en commission de la loi créant le FOMUS-CI, un fonds stratégique pour solidifier les mutuelles sociales en Côte d'Ivoire. Les explications de Léon Pro. Il ne prévient pas que les défaillances éventuelles des mutuelles sociales et leurs fêtières. Le FOMUSI, le Fonds national de garantie des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, a vocation à rétablir surtout l'équilibre financier de ces structures, garantissant ainsi les obligations des mutuelles sociales et leurs fêtières vis-à-vis de leurs membres. Voilà qui motive le vote par les députés du projet de loi portant création du FOMUSI. Un homme sans santé est un personnage qui n'a pas de vie. Donc le gouvernement, en se penchant sur cet aspect de la santé, pense d'abord au bien-être de la population. Et c'est primordial et c'est fondamental pour nous, en tant que représentants du peuple. Offrir aux populations une protection sociale robuste, l'émissaire du gouvernement y croit, expliquant que le FOMUSI vient renforcer leur écosystème pour rendre solides les mutuelles sociales et complémentaires de la couverture maladie universelle. La MUGFC, dans le cadre de sa complémentaire santé, plutôt que ses adhérents payent 30% des tickets modérateurs, payent 20% des tickets modérateurs. Avec la création de ce fonds de garantie, notre souhait, notre ambition, c'est que toutes les mutuelles agréées puissent faire ce que la MUGFC a fait. En le faisant, c'est le pouvoir d'achat de nos braves populations qui se serait amélioré. Le Fonds national de garantie des mutuelles sociales, le dernier des outils de réglementation de la mutualité sociale au sein de l'UEMOA que la Côte d'Ivoire met en place. Et d'Abidjan à Rabat, les parlementaires font bouger les lignes. Dans la capitale marocaine, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire a livré une intervention remarquée au 3e forum parlementaire Sud-Sud. Elle s'est exprimée sur les recettes d'un développement partagé pour faire face aux défis communs, à l'exposé que rapporte Kader Sogodogo. Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, expose au Parlement marocain à Rabat un thème, le rôle des initiatives et dialogues interrégionaux dans la promotion de l'intégration économique sud-sud et du développement partagé. La vision de la Côte d'Ivoire est claire. Pour affronter les défis communs, la mise en commun des ressources s'impose. Sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, mon pays a fait de l'intégration régionale et interrégionale un axe stratégique de sa politique économique et diplomatique. En effet, la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans le renforcement des partenariats sud-sud à travers plusieurs initiatives concrètes, parmi lesquelles la consolidation du rôle moteur de la Côte d'Ivoire au sein de la CEDEAO, notamment par l'harmonisation des politiques économiques, le soutien à la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, et la participation active aux grands chantiers d'infrastructures régionales comme le corridor Abidjan-Lagos. Pour le Maroc, pays hôte de la 3e édition du Forum parlementaire de l'Assemblée des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, ACK, les relations avec la Côte d'Ivoire sont une priorité. C'est ce qui ressort de l'audience avec Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc et président de l'ACK. Nous partageons beaucoup de valeurs que nous nous inscrivons dans les perspectives. Par conséquent, tout travail qu'on peut faire, nous, en tant qu'institution parlementaire marocaine, pour aider, en quelque forme que ce soit, pour promouvoir davantage le travail et les efforts entre nous. Des échanges de présents qui traduisent la longue et chaleureuse relation faite de fraternité entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. On dira du roi Hassan II et Félix Houphouët-Boigny au roi Mohamed VI et Alassane Ouattara.
Direction à présent Washington pour une autre page institutionnelle. Il s'est tenu dans cette ville la grande messe de l'économie et de la finance mondiale initiée par le FMI et la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire y a activement pris part. Rencontres, stratégies et partenariats ont fait le bilan de cette mission économique avec Khalil Diomandé et Serge Coléa. Passer au peigne fin les projets de développement exécutés ou en cours de réalisation, évaluer les besoins prioritaires dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'habitat, l'agriculture, la santé ou encore l'éducation. Envisager les perspectives d'une croissance jugée satisfaisante. La Côte d'Ivoire, du point de vue des structures spécialisées du FMI et du groupe de la Banque mondiale, se porte bien. Elle a notamment réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de son programme économique et financier. Des efforts à consolider avec l'engagement ferme des institutions de Bretton Woods à accompagner les autorités ivoiriennes. Nous sommes l'un des premiers pays à avoir adhéré à l'initiative D4D sur l'éducation. Le développement du capital humain aujourd'hui est essentiel. Donc ils ont estimé que la Côte d'Ivoire ouvre la voie à d'autres pays. On est cité en exemple sur les modèles de financement, mais également sur les modèles de développement. Et nous sommes en train de travailler sur des chantiers divers pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire atteigne cet objectif de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à travers un développement du secteur privé qui va accompagner un certain nombre de réformes en lien avec la productivité de l'économie. Comment investir pour que notre secteur agricole, le monde rural s'enrichisse un peu plus rapidement pour contribuer à réduire de façon drastique le taux de pauvreté. Ces réunions de printemps n'ont pas occulté les mutations tarifaires mondiales actuelles qui s'imposent comme un véritable défi. S'adapter au contexte et bâtir des économies plus résilientes. Une recommandation forte a été faite d'accélérer en fait la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, comme étant une mesure pouvant atténuer les effets des tensions commerciales que nous observons actuellement. Si on prend l'UEMOA en tant que tel, il y a une amélioration des principaux agrégats macroéconomiques entre 2023 et 2024. Mais il y a des risques qui existent encore au niveau international. Donc le renforcement de l'intégration économique régionale peut nous permettre de faire face à cela. Une semaine chargée pour la délégation ivoirienne, un programme marathon mis à profit pour rassurer les partenaires au développement et présenter aux investisseurs privés les opportunités en Côte d'Ivoire. Et l'action des États-Unis en Côte d'Ivoire sur les mutations du secteur du logement. Un mémorandum d'entente est signé avec des entrepreneurs américains. Un partenariat acté en présence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko nous présente toutes les implications. Ce mémorandum d'entente entre le ministre Bruno Nabagné-Kone et les opérateurs privés américains prévoit la réalisation de logements sociaux aussi bien à Abidjan que dans le pays profond, notamment dans les régions du Poro, de la Bagoué et de San Pedro. Aujourd'hui, nous posons les fondations d'une collaboration dont nous sommes convaincus qu'elle générera des bénéfices concrets et durables pour les populations de Côte d'Ivoire. La particularité de cet accord, c'est qu'il accorde une part importante à la location-vente, un chemin que très peu d'opérateurs privés acceptent d'emprunter. Nous sommes là pour montrer la force du secteur privé. Nous sommes là pour montrer que nous gagnons ensemble. Réaliser environ 150 000 logements à travers la Côte d'Ivoire. C'est une vision énorme, mais c'est une organisation, une entreprise énorme. Selon le ministre Bruno Nabagné-Kone, c'est un moment important dans la mise en œuvre de la politique nationale de logement social. Cet accord vise à stimuler la production massive de logements sociaux et économiques, en nous appuyant sur des solutions technologiques éprouvées et des schémas financiers soutenables et durables. Au-delà de la mise à disposition des logements, ce partenariat ivoiro-américain devrait favoriser la création d'emplois, la formation technique et la valorisation du savoir-faire ivoirien dans le secteur du BTP. Le ministre Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président Alassane Ouattara, est le parrain de cette signature de mémorandum d'entente.
Nous avons reçu le soutien d'une personnalité, le sénateur Kouns, qui a un lien personnel avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et qui a facilité en réalité la venue d'Issa Batino en Côte d'Ivoire. Le programme présidentiel envisage la construction de 150 000 logements sociaux et économiques. Dans l'enseignement supérieur, les procédés sont aussi concrets. Plus de 700 enseignants formés aux méthodes du LMD, licence master doctorat, reçoivent leur attestation et documents didactiques, marquant la fin de sessions de renforcement de capacité sur un système en vigueur en Côte d'Ivoire depuis 2012, nous dit Sephora Zegui. 74 grandes écoles et universités publiques franchissent un nouveau cap dans leur développement. 765 enseignants-chercheurs et doctorants ont bénéficié d'un renforcement de capacité dans le cadre d'un vaste programme de formation autour du système licence master doctorat, plus connu sous le sigle LMD. Il s'agissait de renforcer nos capacités en système LMD, nous outiller pour mieux faire passer l'apprentissage à nos apprenants, pour qu'ils soient compétitifs sur le marché du travail surtout. Appuyé par le contrat de désendettement et de développement C2D et le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation de l'enseignement supérieur ivoirien. Tout ceci est fait pour que nous puissions avoir demain, après-demain, un système d'enseignement supérieur performant qui réponde véritablement aux besoins du monde socio-économique. Un système d'enseignement supérieur et une recherche scientifique qui répondent aux préoccupations de la société ivoirienne. Le ministère de l'Enseignement supérieur vise une harmonisation des pratiques d'enseignement aux standards internationaux avec des contenus adaptés aux réalités locales. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de fondamentaux du LMD qui sont connus aujourd'hui. La notion de semestrialisation, la notion d'unité d'enseignement, d'éléments constitutifs d'unité d'enseignement, la notion de crédit, d'évaluation capitalisable et transférable, tout ça c'est connu. Mais il n'en demeure pas moins qu'il restait un certain nombre de choses qu'il fallait savoir sur le LMD, notamment la nouvelle méthode d'enseignement, la nouvelle façon d'enseigner et la nouvelle façon d'apprendre au niveau des apprenants. Alors donc, où ces différents ateliers, disons, étaient les bienvenus. Toutes ces formations et même l'édition de ces 6000 ouvrages ont été financés par le contrat de désendettement et de développement, les CDD. Et également signifier que les différents CDD, à savoir les CDD 1, 2, 3, ont permis de financer notre secteur d'enseignement supérieur et de recherche scientifique à hauteur de plus de 85 milliards de nos francs, ce qui est énorme. Pour le ministre Adama Diawara, l'objectif est clair, faire de l'enseignement supérieur un véritable levier de développement en phase avec les exigences du marché de l'emploi et les aspirations des jeunes générations. Et l'avenir, c'est aussi les femmes. Et à Korogo, on mise sur l'autonomisation en zone rurale. 500 femmes de Pitian-Goman et Natioko Badara sont formées par une initiative de l'UNESCO, suivant ce commentaire de Jean-Marc Djadji. 500 femmes issues de Natioko Badara, quartier de la commune de Korogo et du village de Pitian-Goman dans la sous-préfecture de Niofouin, reçoivent des formations. Cette session en autonomisation vise à promouvoir l'égalité, le respect des droits de la femme d'une part et lutter efficacement contre la pauvreté. Ce projet en faveur des femmes bénéficie du soutien de l'UNESCO. C'est un projet que l'UNESCO a pris en charge à financer pour Natioko Badara et Pitian-Goman. C'est un projet qu'on doit pouvoir suivre pour que ces femmes que nous avons formées aujourd'hui et à qui nous avons remis des outils de travail, qu'elles puissent se prendre en charge, qu'elles puissent être autonomes. Engagées dans la valorisation et le soutien communautaire pour l'autonomisation des femmes de la région, l'association villageoise pour l'épargne et le crédit AVEC salue l'initiative. L'AVEC qui fait l'autonomisation de la femme, l'union, la cohésion et la solidarité entre les femmes. Donc moi je souviens leur parler de l'AVEC pour qu'elles puissent faire les AGR pour s'en sortir. Comment travailler avec les AVEC pour pouvoir se prendre en charge. Nous leur avons donné les rudiments et elles ont promis en tout cas de faire mieux que ce qu'elles avaient déjà commencé à faire. Ce projet marque une avancée significative dans la lutte pour l'émancipation féminine et le développement communautaire en accord avec les objectifs de l'UNESCO. Cette rencontre est mise à profit par le directeur de communication du ministère des Affaires étrangères pour faire don de plusieurs tricycles aux associations féminines du village de Pitian-Goman.
Et nous revenons à Abidjan pour un point important, la protection des victimes de la route. Ce ne sera plus un défi pour les populations de la commune de Yopougon. Le Fonds de garantie automobile ouvre un bureau au CHU de la commune pour plus de réactivité. Jean-Louis Bombo nous en dit plus. À Yopougon, plus besoin d'aller loin pour bénéficier de l'assistance du Fonds de garantie automobile. Ce mardi, l'institution a officiellement lancé ses activités dans l'enceinte du CHU avec un objectif clair, rapprocher ses services des populations victimes d'accidents de la route. Le CHU de Yopougon est le plus grand CHU d'Abidjan et donc le plus grand CHU de la Côte d'Ivoire. Les victimes, les AVP qui viennent ici sont très nombreux, donc il était important que notre dispositif soit ici pour que nous puissions les prendre en charge. Ce partenariat entre le CHU de Yopougon et le Fonds de garantie automobile se veut durable. Il est scellé par une convention dans une logique de collaboration renforcée entre santé publique et solidarité nationale. Le CHU a ouvert partiellement avec une activité assez importante, la prise en charge des accidents de la voie publique. Nous sommes donc à la sortie et à l'entrée de 2 axes autoroutiers, une importante zone accidentogène. Donc pour nous, il est important que le FGA puisse être là aujourd'hui pour nous accompagner. Un geste de proximité qui pourrait bien faire école dans d'autres communes du pays. Le Fonds de garantie automobile intervient en cas de délit de fuite ou de défaut d'assurance. Il prend systématiquement en charge les frais médicaux des victimes admises dans les hôpitaux publics, allégeant ainsi le poids financier pour les familles. Et une action sociale pour les populations vivant dans la commune de Cocody. Des dons sont reçus par le CHU de Cocody, des dons qui viennent du Rotaract Club d'Abidjan Golf. Une action donc pour apporter un soutien aux personnes vivant en situation de vulnérabilité, suivant ce reportage de Nadège Kassi et Didier Nkessa. Ils ont choisi de mettre leurs ressources financières et humaines au service de leurs semblables. Ces membres du Rotaract Club viennent au secours des personnes démunies. Pour nous, c'est important d'accomplir ce devoir citoyen afin de sauver des vies. En la distribution de matériel sanitaire pour le CHU de Cocody, en la distribution de matériel de soins au sein des grands brûlés et un don de sang. Des gestes empreints d'humanisme envers les grands brûlés du service infectieux et du Centre national de transfusion sanguine. Les bénéficiaires sont reconnaissants. Nous souhaitons remercier le Rotaract pour leur don en matériel de stérilisation pour le Centre des grands brûlés. Nous voulons, en tant que direction générale, exprimer notre reconnaissance à Rotaract Abidjan Golf pour cette action humanitaire et ces soutiens qui y viennent. Sont vraiment à reconnaître à juste titre parce que cela nous permet de pouvoir intervenir auprès surtout des personnes qui sont dans le besoin, ce qu'on appelle peut-être souvent les cas sociaux, qui n'ont pas toute possibilité de pouvoir subvenir aux soins. Nous reconnaissons que ce n'est pas vraiment facile, mais quand les structures prennent sur elles de pouvoir nous assister, nous ne pouvons que vraiment leur exprimer notre reconnaissance. Le Rotaract Club a pour mission, entre autres, de contribuer à un monde plus solidaire et équitable. Dans l'actualité internationale, nous partons au Gabon. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema doit prêter serment le 3 mai prochain suite à sa victoire à la présidentielle. Et dans ce même temps, dans ses préparatifs donc de retour à l'ordre constitutionnel, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine décide de lever les sanctions imposées à ce pays au lendemain du coup d'État d'août 2023. Des sanctions, ce coup d'État qui a entraîné la chute du régime, on le rappelle, d'Ali Bongo Ondimba. Et la décision a été prise depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a jugé la transition ayant renversé Ali Bongo globalement réussie et a décidé de lever immédiatement les sanctions imposées au Gabon. Selon un communiqué, l'UA décide et précise que le pays va reprendre immédiatement sa participation aux activités de l'organisation sur tout le continent. En Corée du Sud, l'information, c'est l'inculpation pour abus de pouvoir de l'ex-président Yoon après avoir tenté d'instaurer en décembre dernier la loi martiale destituée par la Cour constitutionnelle le 4 avril. Le président, donc l'ex-président, doit désormais s'expliquer au pénal. De nouvelles élections présidentielles seront aussi organisées dans le pays le 3 juin prochain et le parquet sud-coréen a annoncé ce jeudi avoir inculpé l'ex-président pour abus de pouvoir
après sa tentative de mise en place de la loi martiale. Et l'autre actualité de ce journal, l'actualité internationale, c'est le décès, l'annonce du décès de la doyenne du monde, la religieuse brésilienne Ina Canabaro Lucas. Elle était âgée de 116 ans et 326 jours et vivait au sein de la congrégation des Sœurs Thérésiennes dans la ville de Porto Alegre au Brésil. Et elle est remplacée à présent dans son rang d'âge par l'anglaise Ethel Caterham, aujourd'hui âgée de 115 ans et 252 jours. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fête du travail.